Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Éric Giroux, directeur adjoint et responsable de la recherche et collection à l'Écomusée du Fier-Monde. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'Écomusée du Fier-Monde? L'Écomusée du Fier-Monde existe depuis 1980 et c'est une institution qui est née de la volonté des gens du quartier Centre-Sud de mettre en valeur leur histoire, de raconter leur histoire puis d'avoir de la fierté de cette histoire-là. Et depuis 1996, on est installé dans un ancien bain public sur la rue Amherst, donc dans l'ancien bain généreux. Et on se définit comme un musée d'histoire et un musée citoyen. Donc, on aborde l'histoire du quartier Centre-Sud, puis on fait des expositions temporaires qui explorent différents thèmes liés à l'histoire du quartier, mais aussi à son présent. Donc, on fait des projets aussi avec les organismes du quartier. OK. Puis maintenant, c'est devenu la rue, je pense, Atataken, hein? Atataken, effectivement. Oui. Ça va être officiel à partir du 21 octobre 2019. Ah bon, Ouais. fait que ça s'en vient. Donc, la rue Amherst change de nom, là. Oui, puis il faut tout changer notre papeterie. Oui, en plus. Ouais. Hein? C'est ça qui arrive, oui. Dites-moi, il y a actuellement une exposition à l'Écomusée du Fier-Monde qui s'appelle « Déjouer la fatalité, pauvreté, famille, institution ». Qu'est-ce que c'est cette exposition-là? C'est un projet qu'on a réalisé en collaboration avec des gens qui travaillent à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, qui font partie du Centre d'histoire de régulation sociale. C'est surtout des historiens, des historiennes qui travaillent là. Puis c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle la charité institutionnelle, qui s'est développée à Montréal, mais dans d'autres grandes villes en Amérique du Nord, surtout à partir des années 1850 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale environ. OK. Fait que ça fait référence à toute cette période-là. Ouais. Oui. Ces gens-là, donc, nous ont proposé une exposition où il est question du développement des grandes institutions dans le quartier Centre-Sud surtout, puis à proximité. Donc, on présente là-dedans des institutions comme, par exemple, les prisons, qui servaient, oui, à enfermer les criminels, mais aussi à recueillir les pauvres, les démunis, les gens qui n'avaient pas de foyer. D'autres institutions comme les écoles de réforme qui étaient surtout destinées aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Même les hôpitaux au 19e siècle. L'hôpital, c'est surtout une grande institution qui accueille les indigents parce que les gens plus fortunés se font soigner à la maison. Ils ont leur propre médecin qui viennent les visiter. Alors, les hôpitaux, c'est surtout des endroits où les gens qui ont peu de ressources se présentent pour avoir un minimum de soins. Puis, à cette époque-là, les gens, il n'y avait pas de... Qu'est-ce qui arrivait? Parce que pour les salaires, hein, les salaires n'étaient pas élevés. Comment que les familles, comment ils vivaient dans ce temps-là? Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand la ville a commencé à se développer beaucoup, puis avec l'industrie aussi, les gens étaient dépendants d'un salaire. Donc, pour vivre, ils devaient absolument avoir un salaire. Et ce salaire-là, qui était versé à la fin du 19e siècle, il ne permettait pas de payer toutes les dépenses. Donc, les familles étaient très démunies. Et plutôt que de s'attaquer au problème des salaires puis de donner des meilleures ressources aux familles, bien, on a développé des grandes institutions qui offraient la charité. Mais les familles étaient vraiment... Il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de pension de vieillesse. Donc, ils dépendaient exclusivement d'un salaire. Puis quand il n'y avait pas de salaire, bien, c'était la misère. Il y avait un petit peu de charité qui venait soit des églises, soit certaines agences privées, mais sinon, ce n'était pas très développé là, comme système. Oui, puis dans le cas des grandes familles, il y a probablement que fallait qu'ils complètent soit en ayant des domestiques ou pour les femmes qui faisaient des travaux de couture hein, pour arriver... Oui, parfois les femmes devaient faire des petits travaux de couture comme ça, du service dans les grandes maisons aussi. Mais les enfants commençaient à travailler très jeunes aussi. Parfois, 9, 10, 11 ans, ils commençaient à travailler en usine pour aller chercher quelques sous pour aider le revenu de la famille. OK, même des enfants. Oui, même des enfants. Okay, même les enfants qui travaillaient, oui. Puis, qu'est-ce qui arrivait, exemple, à une femme quand son mari décédait? Parce que c'était lui, en général, à l'époque, qui apportait le pain, là, le salaire. Qu'est-ce qui arrivait à ces femmes-là, aux enfants? Ces femmes-là se retrouvaient dans des situations très précaires. Oui. Parce que, bon, parfois, il arrivait qu'il y avait des petites sociétés de secours mutuels. La femme pouvait recevoir
un petit montant quand son mari décédait, mais après ça, elle devait se débrouiller par elle-même. Oui. Et donc, elle devait soit retourner sur le marché du travail ou encore envoyer des enfants travailler également pour essayer d'avoir des revenus. Mais c'était vraiment des situations très difficiles pour les femmes monoparentales de cette époque-là, les veuves. Là. Oui. Ouais. Puis, ce que je me demandais, pourquoi tous ces gens-là, c'était l'État qui prenait ça en charge, les prisons, les hospices, pourquoi ils envoyaient tous ces gens-là dans ces endroits-là? Bien, en fait, on parle de l'État, mais c'était Oui. à la fois l'État qui confiait ça à des communautés religieuses. Ah bon, Donc, OK. on finançait les communautés religieuses pour Oui. qu'elles prennent en charge un certain nombre de problèmes comme ceux-là. Oui. Donc, on préférait intervenir de cette façon-là, plutôt que de remettre de l'argent aux gens pour qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes. OK. Puis c'est pour ça qu'il n'existait pas à l'époque de pension de vieillesse ou de rente du Québec ou d'aide Exactement. sociale. Ces mesures-là sont apparues surtout après la crise des années 30, donc après la Deuxième Guerre mondiale aussi. Là, on a commencé à intervenir différemment. Les communautés religieuses ont joué un rôle un peu plus discret et le gouvernement a commencé à donner des aides un peu plus directes à la population, les pensions de vieillesse puis des choses comme ça. OK. J'avais entendu dire aussi que dans ces grosses institutions-là, il y avait entre autres l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Oui. Puis les orphelins, ils étaient là. Ils plaçaient les orphelins là, qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle les orphelins du Plessis. Oui, tout à fait. Oui. Mais j'ai lu, vous avez une belle brochure Déjouer la fatalité. Oui. Puis je l'ai lu d'un bout à l'autre. Ça m'a beaucoup touchée. Puis cette belle brochure-là, parce qu'elle explique comme en détail l'exposition avec des belles photos. Comment on peut se procurer cette brochure-là? La brochure est disponible à l'accueil de l'Écomusée. Oui. Et elle est au coût de 5 $. Donc, vous avez accès à l'exposition, puis vous pouvez acheter la brochure par la suite à 5 $. En même temps. Oui. Puis, pour revenir à la brochure, je sais que les personnes âgées malades, on les plaçait dans des hospices. Oui. Puis, les jeunes aussi, hein, qui étaient, comme exemple, le Mont-Saint-Antoine. Oui. À l'époque, ils plaçaient plein de jeunes. C'était ce qu'on appelait une école de réforme, justement. De réforme, ouais. OK. Alors, aussitôt qu'un jeune était peut-être un petit peu plus turbulent que la moyenne, souvent, on le plaçait dans ce genre d'institution-là. OK. Alors, c'était des frères qui enseignaient là. Donc, il y avait des cours, il y avait des ateliers où ils pouvaient apprendre un métier. Ils dormaient tous ensemble dans des dortoirs. C'était très, très rigide. Souvent, c'était le juge qui envoyait un jeune garçon délinquants à l'école de réforme. Puis parfois même, ça pouvait arriver que des jeunes soient dénoncés par leurs propres parents. Par exemple, je pense au cas d'une dame qui, justement, s'était retrouvée veuve puis avait de la difficulté à s'occuper de toute sa famille. Bien, elle a dénoncé un de ses enfants qui était un petit peu plus violent, un petit peu plus turbulent. Et puis, elle l'a envoyé à l'école de réforme. Il était là 3 ans, jusqu'à sa majorité. Oui, mon Dieu. Puis aussi la prison qu'on appelle aujourd'hui au pied du courant. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui étaient emprisonnés là pour des délits mineurs. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui. Quelqu'un qui était trouvé en état d'ébriété, bien souvent, on le condamnait à quelques semaines à la prison. Simplement de flâner la nuit, vagabonder, c'était le genre de petits crimes qui pouvaient conduire jusqu'à la prison. OK. Puis ça, c'était le cas là, avant la Deuxième Guerre mondiale, avant 1939. Oui, c'est ça. Ça couvre les dernières années, des années 1800. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, parce que la crise économique a eu comme effet d'avoir énormément de chômeurs. Et là, les institutions ne parvenaient pas à subvenir aux besoins de tout le monde. Et là, l'État a été obligé d'intervenir un petit peu plus, de façon un peu plus directe, donc en organisant les travaux de chômage, en finançant des refuges pour les chômeurs. Et par la suite, bien, on a commencé à donner davantage d'allocations pour les travailleurs. Après, le système s'est amélioré. Exactement, c'est ça. Puis, cette exposition-là, l'Écomusée du Tiers-Monde, ça va être
Jusqu'à quand qu'elle va se tenir? C'est présenté jusqu'au 6 février 2020. 6 février 2020. J'aimerais mentionner aussi que tous les premiers dimanches du mois, l'écomusée est gratuit. Donc, c'est peut-être un bon moment pour aller visiter les expositions qui sont présentées. Il n'y a pas de frais d'entrée à ces moments-là. OK. Puis, les jours et les heures d'ouverture de l'écomusée, c'est quand? On est ouvert du mercredi au dimanche. OK. Le mercredi, on est ouvert de 11 h jusqu'à 20 h pour permettre aux gens qui travaillent de pouvoir accéder au musée. Puis, de 6 à 20 h, c'est moitié prix l'entrée. OK. Ensuite de ça, les jeudis, vendredis, c'est 9 h 30 à 16 h. Et les samedis et dimanches, 10 h 30 à 17 h. OK. Puis là, pour les coordonnées pour vous joindre, vous avez un site Facebook? Oui, on a un Facebook, on a un site Internet qui est www.ecomusée.qc.ca. Et sur le site, il y a une foule d'informations sur toutes nos activités, nos heures d'ouverture, les tarifs, etc., etc. Oui, bien, merci beaucoup, M. Giroux, d'être venu à l'entrevue. Puis on invite les gens à visiter cette belle exposition. Bien, merci de l'invitation.